Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, comme chaque jeudi et lundi. Je voulais vous remercier tous ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui ont pris le temps d'aller mettre des étoiles, des commentaires sur Apple Podcast aussi, des étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Vous savez combien c'est important pour l'existence et le développement du podcast. Je voulais particulièrement remercier un auditeur et une auditrice qui m'ont fait ces commentaires récemment que je vais vous partager. Donc j'ai Fleur Hortense qui me dit que les échanges sont toujours intéressants, qu'on en tire un ou deux enseignements à chaque fois, et ça me réjouit, et qui me remercie de nous sensibiliser à la diversité des sujets qui composent l'entreprise de demain. Merci pour ce commentaire parce que c'est effectivement un de mes objectifs, et je vous avais dit les commentaires c'est pas utile que pour moi, c'est utile pour ceux qui cherchent des podcasts, donc je trouve que ce type de commentaire c'est extrêmement utile. Merci Fleur Hortense. Et puis celui de Cess aussi me fait extrêmement plaisir, Cess 345, qui me dit Delphine, j'écoute ton podcast depuis quelques mois déjà, mais j'avais pas pris le temps des petites étoiles. Alors merci d'avoir pris le temps. Faites comme Cess 345, appuyez sur pause et allez le faire. C'est tellement important. Et elle me dit vraiment merci pour ton professionnalisme, ta voix et la voix que tu donnes au monde de l'entreprise. Merci, ce commentaire me fait aussi très chaud au cœur. La voix que je donne au monde de l'entreprise, c'est important. Je suis quelqu'un qui vraiment aime le monde de l'entreprise, tout comme j'aime l'humain. Et je pense que les deux se conjuguent parfaitement et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Donc, vous voyez, comme ces deux commentaires, je vous remercie et je les trouve hyper pertinents et c'est très agréable. Mais j'aime tous les commentaires de toute façon. Je serai toujours ravie d'accueillir vos commentaires. Bon, cela dit, si vous aimez ce podcast, si vous l'écoutez régulièrement, ou même si vous venez de le découvrir, c'est un média gratuit, comme vous le savez. Et moi, j'ai besoin de trouver des modèles économiques à partir de ça pour continuer à le faire vivre. Du coup, je vous en parle parce qu'en ce moment, je cherche des sponsors pour des séries d'épisodes ou plus. Et puis, par ailleurs, j'ai développé aussi des nouveaux formats, capsules en partenariat. Vous allez en découvrir un mi-novembre, vous allez adorer. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à des personnes qui pourraient être intéressées. Dites-moi si vous êtes intéressés, je suis toujours preneuse. Eh bien, ça sera votre contribution à l'entreprise de demain. Et je vous remercie d'avance. On va maintenant passer à l'épisode du jour. Alors, pour cette période-là des vacances de la Toussaint, où tout le monde n'est pas en vacances, mais certains le sont, je trouve que c'est des périodes propices pour ouvrir un livre. Et j'avais envie de vous parler de deux ouvrages, donc d'interviewer deux auteurs d'ouvrages que j'ai lus qui m'ont beaucoup plu, qui sont liés à l'entreprise de demain, mais qui prennent un chemin différent, qui vont vous apporter d'autres choses et qui, je trouve, sont très faciles à lire ou à picorer si vous préférez, si vous êtes plutôt quelqu'un qui picore dans les livres. Donc ma première invitée cette semaine, c'est au sujet, donc c'est l'auteur, donc Emmanuel Joseph Dailly, auteur de La stratégie du poulpe, 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations. C'est fabuleux parce que Emmanuel nous fait partager, donc elle est aussi anthropologue de formation, et elle nous fait partager aussi sa connaissance du vivant pour nous apporter des clés à toutes les questions qui se posent aujourd'hui dans nos organisations. Donc, c'est extrêmement intéressant puisque ça parle de choses qu'on connaît plus ou moins, donc ça nous en apprend beaucoup sur le vivant, et en plus ça nous permet de faire des liens qui je trouve sont extrêmement intéressants. Alors Emmanuel, j'aurais pu lui poser 50 000 questions, il fallait bien que je canalise mon interview. Donc j'ai décidé de partir de la dernière étude de Gartner qui expliquait donc 800 DRH dans 60 pays évoquaient que la priorité numéro 1 pour eux en 2023, c'était faire évoluer le leadership vers un leadership relationnel. Et bien avec Emmanuel, on est parti chercher des réponses dans le vivant. Et on est passé par la douceur du gorille, l'élégance relationnelle, la stigmergie, vous allez découvrir ce que c'est, l'importance du collectif, l'importance du don, du contre-don, la question de la responsabilité, de la dilution de la responsabilité, la question de la vulnérabilité aussi, des émotions négatives, et puis
Si vous voulez savoir pourquoi est-ce que ce livre s'appelle La stratégie du poulpe, eh bien, je vais poser la question en dernier, donc il va falloir écouter jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne écoute, un bon épisode, et je vous dis à bientôt. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Delphine. Alors, merci d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast pour nous parler essentiellement de ton dernier ouvrage. Je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices. Merci Delphine pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici pour échanger avec toi. Alors pour me présenter, moi je suis anthropologue de formation à l'origine, je suis chercheur et puis je travaille dans le conseil, la formation et le coaching depuis une quinzaine d'années, après avoir habité aux États-Unis et au Proche-Orient, donc après quelques passages à l'étranger. Et puis aujourd'hui, j'ai rejoint un groupe qui s'appelle Julie Sterwen, où je fais du conseil autour de la transformation des organisations. Et puis, j'ai aussi une activité autour de la bio-inspiration, suite effectivement à mon dernier ouvrage qui s'appelle La stratégie du poulpe, puisqu'il y a quelques années, j'avais envie de revenir à un temps plus long, c'est-à-dire le temps de la recherche, c'est un temps très long. J'ai travaillé dans l'écologie au Proche-Orient, donc c'est un temps extrêmement long, l'écologie et le Proche-Orient cumulés. Et du coup, dans le conseil, on est sur des mécanismes très courts. Et j'ai eu envie petit à petit, après quelques années dans le conseil, de revenir à quelque chose de plus long. Donc j'ai recommencé à publier. Puis j'ai publié un premier livre sur l'engagement qui s'appelle Développer l'engagement de vos collaborateurs avec Didier Noyer. Un deuxième sur les neurosciences qui s'appelle Les talents cachés de votre cerveau au travail avec Bernard Anselem, qui est médecin. Et puis avec la Harvard Business Review, avec qui je collabore en tant que chroniqueuse depuis 2019, on a publié un livre sur l'intuition. Et puis j'avais un projet de longue date qui était de mélanger les environnements, c'est-à-dire de parler à l'entreprise du monde du vivant, qui pouvait être extrêmement inspirant. Et j'ai publié en 2021, en octobre, La stratégie du poulpe, 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations, collaboration, innovation, résilience. Voilà, qui était une thématique qui me tenait particulièrement à cœur. Et puis, à part ça, j'enseigne dans différentes grandes écoles. Et puis, je suis aussi experte auprès de l'APM, qui est l'Association pour le progrès du management. Ça fait un beau programme. Et ça va, les journées sont belles. Sont belles. Et je pense que tous les ouvrages sont intéressants. Donc, je mettrai le nom des ouvrages dans les notes de l'épisode, parce que je suis sûre, on va se focaliser sur le dernier, mais que les autres sont tout aussi éclairants. Donc, cet ouvrage, comme je te le disais en préparation de notre entretien, est extrêmement riche. J'y ai trouvé une multitude d'idées qui sont à la fois très inspirantes et en même temps très actionnables, qui sont stimulantes parce que parfois aussi intrigantes ou amusantes ou font appel à des choses qu'on connaît sans avoir forcément saisi la portée de ce qu'elles avaient dans le vivant. Et entre-temps, j'ai reçu la dernière étude de Gartner qui est un institut mondial et qui a fait une étude pour comprendre auprès de 800 RH, leaders RH, pour comprendre les enjeux, les priorités RH 2023. Et la top priorité, c'est de revoir les modes de leadership pour aller vers un leadership, bien entendu, plus relationnel. Et c'est quelque chose qui, je pense, qui est assez clair dans la tête de tout le monde aujourd'hui, mais néanmoins, comment on le fait? Donc, j'ai personnellement des pistes, mais je trouvais très intéressant d'aller regarder les pistes que tu pouvais nous proposer, issues justement du vivant, de ton ouvrage, pistes que les auditeurs pourront aller explorer en le lisant plus profondément. Donc, je suis à l'écoute et curieuse de savoir quelles seraient les pistes que tu nous proposerais. Alors, c'est intéressant en effet, et dans le vivant, il y a une multitude d'exemples qui nous inciteraient à aller vers un leadership relationnel. Moi, j'ai voulu vraiment travailler sur le vivant de manière large, donc monde animal et monde végétal, et symbiose aussi des deux. Alors évidemment, quand on parle de leadership relationnel, on va beaucoup parler surtout du monde animal, et on va trouver plein de mécanismes qui sont très intéressants. Le premier qui me vient en tête, c'est évidemment le gorille. On a longtemps cru que le gorille, c'était un symbole de force, d'autorité. D'ailleurs, quand on voit une image de gorille, on l'associe assez facilement à de la puissance. Et on sait aujourd'hui qu'il y a une compétence très différenciante chez le gorille pour qu'il devienne mâle alpha, notamment, et c'est sa douceur, c'est sa capacité à la douceur. Plus le gorille est doux,
plus il joue par exemple avec les petits, plus il va être convoité par les femelles. Plus il est convoité par les femelles, plus il va accroître sa descendance. Plus il accroît sa descendance, plus il va avoir un maillage territorial large et donc il va avoir une propension à devenir mâle alpha. Et ça, c'est assez intéressant parce que j'ai rarement entendu le mot douceur en entreprise en faisant des référentiels de compétences managériales depuis une quinzaine d'années. Et c'est une compétence qui est intéressante, que moi j'associe souvent à l'élégance relationnelle. Donc l'élégance du soin, on parle du care, mais du soin de l'autre. Et ça, le vivant, malgré toute la complexité qu'il y a dans le vivant, puisque évidemment il n'y a pas que de la douceur dans le vivant, mais il y a aussi de la douceur. Il y a une propension justement à mettre ça en forme. Et dans le leadership relationnel, c'est un point qui est intéressant. Et puis le vivant nous éclaire aussi sur des principes de communication qui sont forcément inhérents au leadership relationnel. Et je vais prendre un exemple, c'est la stigmergie. La stigmergie, c'est un principe qui a été élaboré par Pierre-Paul Grasset, qui était biologiste dans les années 60 et qui dit « La stigmergie, c'est la stimulation des travailleurs pour l'œuvre qu'ils réalisent. » Et en fait, la stigmergie, c'est le principe de Wikipédia, c'est le principe de l'open source. C'est je vais mettre une information et tu ne vas pas barrer mon information, mais tu vas l'incrémenter, tu vas la construire. C'est le principe de l'improvisation théâtrale aussi. C'est je t'apporte un élément et tu construis et tu bâtis sur cet élément, sans me contredire, sans me dire non, en me disant oui, en disant oui à ma proposition. C'est aussi le principe de la négociation interpersonnelle d'Harvard, qui consiste à accroître le gâteau et à pas le rétrécir, c'est-à-dire on bâtit ensemble. Et ce principe de stigmergie, c'est ce qu'utilisent les fourmis et les termites pour construire notamment leur édifice. Si tes auditeurs ou toi, vous avez déjà vu une termitière, ça peut aller jusqu'à 8 mètres de haut. Il y a des galeries des galeries extrêmement complexes, il y a des salles de ponte, il y a des salles d'invités, il y a des salles de différentes sortes pour qu'elles soient tout le temps ventilées à température ambiante. Donc ce sont des édifices extrêmement complexes qui sont d'ailleurs copiés en urbanisme et par l'architecture pour beaucoup d'aspects, parce que elles répondent à des caractéristiques très décentralisées. La fourmi, par exemple, est très décentralisée et aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles qui cherchent à monter des robots qui vont, par exemple, fouiller des immeubles en flammes avec un pilotage complètement décentralisé sur la base de la stigmergie de la fourmi. Donc, ce leadership relationnel, c'est aussi un leadership qui va devoir apporter quelque chose de plus plat, c'est-à-dire qu'on va devoir à un moment casser une verticalité des organisations, cette verticalité qui en fait nous renvoie à des messages très individuels, puisque hiérarchie c'est hieros et archos, et en grec c'est l'accession vers une hauteur, vers une divinité. Donc quand on réfléchit à ça, on remet en question notre vocabulaire du quotidien. Voilà, c'est 2 exemples qui me viennent, mais il y en a évidemment beaucoup plus dans le leadership relationnel, autour notamment des principes d'apprentissage et de transmission qu'il y a dans le vivant, puisqu'il y a des principes de transmission par mentoring, il y a des principes de transmission par imitation, et en tout cas, c'est toujours le regard de l'autre et l'importance de l'interaction sociale qui nous permet d'apprendre et donc de grandir, que ce soit dans le vivant ou dans nos organisations. Il y a aussi une notion du collectif, je trouve, qui est importante dans le leadership relationnel et que tu développes de différentes manières, enfin avec différentes sources de vivants. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, le collectif, évidemment, l'importance du collectif et du groupe est extrêmement forte dans le vivant. On sait, il y a un sociologue biélorusse qui s'appelle Lev Vygotsky, qui a montré que l'apprentissage passait par les interactions sociales, donc par le groupe. Ça a été le premier, mais après Jean Terrer l'a rappelé. On a toute une multitude de pédagogues qui ont travaillé sur ces sujets. Donc on sait qu'on apprend notamment par le groupe. On sait que l'intelligence collective, elle se bâtit non pas par la somme des individualités, mais par ce qui va se créer dans le tout. Et c'est pareil pour un groupe. Si on met un groupe en salle ou une équipe qui va jouer sur un terrain de foot, c'est pas la somme des individualités qui va constituer l'équipe. Et on le voit, j'ai pris l'exemple du foot, on peut le voir notamment avec des très très bonnes équipes de foot, avec des joueurs individuellement très très doués.
et qui collectivement n'arrivent pas à gagner un match. Donc c'est assez intéressant parce que il va se jouer autre chose dans le rapport à l'autre. On sait aujourd'hui que la capacité à capter l'émotion de l'autre, elle est essentielle, qu'on la capte en miroir, grâce à nos neurones miroirs. Et le vivant est beaucoup dans ces mécanismes-là. Le vivant va être beaucoup en mimétisme au sein du groupe, va avoir aussi des mécanismes de support du groupe qui vont s'apparenter peut-être à de la sécurité psychologique chez nous, les Homo sapiens, mais le vivant, il y a certains animaux qui sont solitaires, c'est pas une majorité. Le vivant surtout fonctionne en groupe pour le monde animal et va avoir des mécanismes beaucoup de dons et de contre-dons. Typiquement, un des babouins de la troupe va être capable de risquer sa vie pour sauver un père attaqué par un guépard parce que il sait qu'en retour, le groupe lui viendra en aide si lui aussi en a besoin. Et cette notion de sécurité du collectif, elle est importante. Elle se joue aussi chez les girafes, par exemple. On a vu que des girafes femelles privilégiaient la vie en petits groupes de 60 à 90 individus, en sororité, en quelque sorte, en groupe de femmes. La sororité, c'est vraiment les groupes de femmes. Donc là, des groupes de femelles. Et que du coup, elles vivaient plus longtemps. Elles vivaient plus longtemps parce qu'elles avaient un niveau de stress qui baissait. Pourquoi ? Parce qu'elles pouvaient se relayer, s'appuyer les unes sur les autres, parce qu'elles pouvaient se relayer pour aller chercher de la nourriture, pour chasser les mâles qui seraient trop oppressants, pour s'occuper des bébés, etc. Et ce principe fonctionne exactement pareil dans nos organisations, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un support social. On sait que ce qui rend le plus heureux à la fin de sa vie, c'est ce support social. Ça a été montré par notamment l'étude de Waldinger et Vaillant, qui est la plus grande étude de l'histoire de l'humanité, d'Harvard, qui montre qu'à la fin de notre vie, ce qui nous rend heureux dans notre verbalisation, c'est-à-dire les gens disent que ce qui les a rendus heureux, c'est pas la réussite professionnelle, c'est pas la réussite amoureuse, c'est pas la parentalité, c'est pas la richesse, c'est pas la chance, mais c'est vraiment le support social. Le support social, oui, c'est très important. Le groupe. Et l'apport qu'ils ont aussi, la contribution aussi qu'ils ont à ce support, à ce collectif en fait, à cet aspect social. Absolument, et ça c'est un point très important que tu soulignes, c'est que chacun a un rôle dans ce collectif, chacun a un rôle clé, et ça le vivant le met en forme de manière très maligne, j'ai envie de dire, parce que le vivant est extrêmement malin en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, les espèces qui existent à la surface de la Terre sont les 1% qui ont survécu au fil de l'évolution. Donc, ce sont des espèces extrêmement, d'une part résilientes, mais extrêmement adaptables et qui ont su, avec ingéniosité, évoluer au fil du temps. Et dans la chaîne du vivant, ce qui est intéressant, c'est que chacun a un rôle clé. Par exemple, on apprend souvent dans les petites classes d'élémentaire, en CP, en CE1, la chaîne alimentaire, mais la chaîne alimentaire, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, et en termes d'analogie, on peut en tirer plein de choses pour nos organisations. La chaîne alimentaire, c'est la loutre, elle mange l'oursin, il mange les algues, et si l'oursin n'était pas mangé par la loutre, ça serait un problème, parce que du coup, les algues, elles pourraient proliférer, donc les laminaires, l'oursin mangerait tous les laminaires, et les laminaires, ces forêts d'algues qu'il y a le long des côtes, notamment du Pacifique, elles abritent des centaines et des centaines, voire des milliers d'espèces. C'est-à-dire que parfois, dans le vivant, on a une ressource clé, et si elle disparaît, ce sont des milliers, voire des millions d'espèces qui pourraient disparaître. Et ça, c'est aussi le principe du collectif, c'est que dans la chaîne alimentaire, chacun a un rôle défini, et aussi chacun a des comportements qu'on appellerait extra-rôles dans les organisations, c'est-à-dire dépassent un objectif propre très souvent. Et je vais prendre un exemple, c'est que le blaireau, il va creuser des terriers, le blaireau ou le tatou géant par exemple, il creuse des terriers pour lui, pour toute sa famille de blaireaux, mais aussi pour les putois, les martres, les fouines, qui sont des cousins rapprochés. Et il va creuser des terriers qui vont aussi servir aux lapins de Garenne, aux musaraignes, etc. Et ça, c'est intéressant parce que dans l'organisation, le symbole le pendant qu'on pourrait aller chercher, c'est quels sont les comportements de don qu'on met en place. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait qu'on ne fait pas pour nous directement, mais qu'on fait vraiment pour un écosystème plus large, voire en ne sachant pas pour qui on le fait. C'est super intéressant, c'est très intéressant sur la responsabilisation, ça aussi.
Parce qu'à un moment donné, en fait, on voit bien quand il y a un problème dans l'entreprise, souvent personne n'est vraiment responsable. Enfin, en tout cas, ça peut pas être attribué tout le temps à une responsabilité, donc on se rejette. Et là, pour moi, ça fait écho à ça dans le sens où finalement, quand je fais quelque chose, c'est important que j'en sois responsable parce que je ne sais pas quel impact que ça aura, mais ça en aura un impact. Et à l'inverse, quand il y a une problématique, ma contribution devient essentielle puisque je ne sais pas en quoi je suis liée à ce problème, mais je sais que moi, je peux contribuer à le résoudre à mon niveau. Donc, je trouve intéressant dans cette approche, dans ce double enjeu. La responsabilité, c'est quelque chose de très intéressant à aller creuser. On a des mécanismes de groupe très forts autour de la responsabilité. Il y a ce qu'on appelle la dilution de la responsabilité en psychosociaux, dans les mécanismes psychosociaux de groupe. Et la dilution de la responsabilité, c'est aussi quelque chose qu'on appelle l'effet spectateur. Ça a été mis en lumière par 2 chercheurs qui s'appellent Darlan et Latané, hein, et ça a été mis en lumière à l'occasion du meurtre d'une jeune femme qui s'appelait Kitty Genovese aux États-Unis, qui a été assassinée devant 38 témoins sans que personne ne réagisse pendant plus d'une demi-heure. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet spectateur ou la dilution de la responsabilité ou la neutralisation de la culpabilité. C'est-à-dire qu'en fait, plus il y a de gens qui potentiellement pourraient être responsables de quelque chose, moins quelqu'un prend la responsabilité à bras-le-corps à titre individuel. Et ça, c'est un mécanisme d'attention forte à avoir au sein des groupes. Et un dernier point que je voulais voir avec toi, parce que qui me paraît très important dans le leadership relationnel, c'est l'authenticité. Tout ce qui est authenticité, mais qui va du coup avec la vulnérabilité, le fait de dire je sais pas, le fait de même en tant que leader, et le fait aussi d'avoir, quand je dis authenticité, c'est une forme d'expression vraie qui va du coup autoriser des expressions de peur, de doute, de choses comme ça. Alors oui, je prends l'exemple dans la stratégie du poulpe du rat qui sait exploiter son émotion de regret. Nous, les Homo sapiens, on a eu une construction mentale plutôt une construction sociale qui consiste à dire qu'il y a des émotions positives et d'autres des émotions négatives. C'est une construction sociale qui est accrue ici en France par le prisme culturel très fort autour de l'émotion dite négative, qui serait moins communicable, plus tabou, plus honteuse. La honte ferait d'ailleurs partie de ces émotions-là. Et donc, on a tendance à les mettre un petit peu au placard, à essayer de les évacuer de nos organisations, comme si la peur, la tristesse, la honte, le regret n'avaient pas leur place dans nos organisations. C'est-à-dire, on voit rarement un collectif se parler de ses dernières peurs, de ses dernières angoisses, de ses dernières hontes, sentiments de honte ou de regret. Or, ça fait partie d'émotions, donc de messages qui nous arrivent à notre cerveau extrêmement vite, puisque l'émotion arrive en 3/10 de seconde. Donc, l'émotion arrive vite, et l'idée, c'est comment est-ce qu'on la transforme de manière vertueuse, quelle qu'elle soit cette émotion. Il n'y a pas des émotions dites... On dit qu'il y a des émotions positives et d'autres négatives, mais en fait, en réalité, dans le cerveau, ce mécanisme-là est différent, puisque l'émotion nous apporte un message. Et dans le vivant, ce qui est intéressant, c'est que les animaux arrivent à faire quelque chose de leur émotion négative de manière productive, intéressante, pour ne pas être dans des schémas répétitifs des mêmes erreurs. Je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est le rat. Le rat, quand il a une émotion de regret, alors tu sais, l'émotion de regret, c'est la file du supermarché. C'est tu fais la queue et puis au dernier moment, tu dis non, je vais changer, l'autre a l'air d'aller plus vite. Puis là, tu te rends compte que pas du tout, ta queue, elle est bloquée parce que la personne qui encaisse, elle est partie et que du coup, si tu étais resté dans ta queue initiale, tu serais déjà passé depuis longtemps. Et ben là, ce qui se passe en toi, c'est une émotion de regret. C'est l'idée que tu aurais pu faire un autre choix qui aurait mené à une solution plus intéressante. Et ben le rat, quand il a cette émotion-là de regret, et ben il ne reproduit jamais 2 fois la même erreur. Et il est même capable de la communiquer, ça veut dire de la partager entre congénères. Ce qui va être intéressant, parce que du coup, ça va permettre une capitalisation de l'erreur. Chose que nous, les Homo sapiens, on ne fait pas du tout. C'est-à-dire que moi, quand j'ai une émotion de regret, eh ben très rarement le leader il va convoquer son équipe pour lui dire voilà, j'ai un très gros regret, j'ai un peu une honte sur ce sujet, je voudrais la partager avec vous. Ça serait extrêmement intéressant pour en faire quelque chose.
Et puis on voit aussi que le gibier exploite extrêmement bien les émotions négatives de peur, qu'il y a une peur qui se transmet de génération en génération, tant et si bien que quand la saison de la chasse approche, ils changent leur mécanisme de fonctionnement, voire leur localisation, etc. Parce que ils sont capables de se rappeler dans une transmission intergénérationnelle de l'émotion de peur. Ouais, donc l'apprentissage est vraiment clé. Et dernière question, parce qu'on va arriver au bout de l'épisode, quand même, que j'aurais pu poser en premier. Pourquoi la stratégie du poulpe ? Pourquoi ce titre ? Alors, pourquoi ce titre ? Alors, effectivement, là, je pense que les auditeurs l'auront compris, c'est que le livre ne parle pas de poulpe en tant que tel. Il parle vraiment de tous ces exemples du vivant qui sont incroyables et qui peuvent, par analogie, par symbolisme, par métaphore, nous inspirer dans nos vies et dans nos organisations. Et forcément, je cherchais un titre qui puisse illustrer tout ça. Et il se trouve que le poulpe, c'est un animal absolument fabuleux et très intéressant en analogie pour nos organisations. Alors pourquoi il est fabuleux ? Il a un sang bleu, il crache de l'encre. Il a des millions de capteurs dans ses tentacules, donc il est extrêmement perceptif. Il est capable de se transformer en pierre, par exemple, pour tromper un prédateur. Il est capable, un mâle aussi malin peut se transformer en femelle, faire semblant plutôt qu'il est une femelle pour passer la barrière des mâles, pour arriver jusqu'à la grotte des femelles pour essayer de les séduire. Et souvent d'ailleurs, il est choisi par les femelles parce qu'il est malin. Et donc la femelle veut un mâle malin pour avoir une progéniture viable. C'est un fonctionnement du vivant. Et puis le poulpe, il a 3 cœurs. On a longtemps dit qu'il avait des mini-cerveaux dans ses tentacules. Donc il est extrêmement décentralisé. Ses tentacules ont un pouvoir décisionnel direct. Donc plus elles sont proches du terrain, plus elles prennent la décision près du terrain. Il a une mort programmée, c'est-à-dire que la femelle a une mort programmée. Elle meurt quand les œufs vont éclore. Et du coup, les bébés poulpes, à l'intérieur de l'œuf, ils regardent par la paroi translucide et ils voient déjà qui sont les prédateurs, puisque la nature est bien faite, il va pas avoir de transmission maternelle. Donc, il est obligé de voir avant que sa mère ne meure. Et donc, il était assez extraterrestre comme animal et il a gagné ses lauriers en titre du livre. Excellent, mais c'est génial. Donc, je vous l'ai dit, ce livre, c'est intriguant, amusant, hyper riche d'enseignements, donc je peux que vous conseiller de le lire, parce qu'il y a encore des milliers d'autres cas, des milliers d'autres sujets qu'on aurait pu prendre. Du coup, ce que je trouve intéressant d'ailleurs par rapport à ce que tu as fait, Emmanuel, c'est que chacun y trouvera, voilà, moi ça a fait écho à des questions fortes que j'ai en ce moment, des réponses que j'ai envie d'apporter aux auditeurs, mais je pense que chacun pourra y trouver des réponses différentes selon ses enjeux du moment, qu'on soit d'ailleurs leader, manager, dirigeant ou collaborateur de la même manière, ou juste, voilà. Donc, merci beaucoup Emmanuel pour ton temps, merci pour ces partages. Merci Delphine, un grand plaisir. Et puis, je te dis à bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.